Je m'appelle Adama. J'ai 62 ans. Et il y a des nuits où je me réveille encore en sursaut, le bras droit qui me brûle comme si c'était hier. Ce n'est pas un cauchemar. C'est un souvenir. Un souvenir que mon corps refuse d'oublier, même si ma tête a depuis longtemps décidé d'avancer. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine. Je faisais réchauffer de la soupe, une simple soupe de légumes. Et Bertrand est entré dans la pièce en criant. Je ne sais même plus pourquoi il criait. À cette époque, il n'avait plus besoin d'une raison. Il criait parce que c'était son droit, parce que c'était sa maison, parce que j'étais là, parce que je respirais. Il y avait une barre de fer posée contre le mur, près de la cave. Elle était là depuis des semaines. On devait poser un nouveau portail. On n'avait jamais eu le temps. Ce soir-là, il a eu le temps. En quelques secondes, tout a basculé. J'ai entendu un bruit sourd. J'ai senti une chaleur atroce remonter depuis mon poignet jusqu'à mon épaule. Et puis je suis tombée. Quand je me suis retrouvée par terre, sur le carrelage froid de ma propre cuisine, j'ai regardé mon bras. Il était tordu d'une façon qui n'était pas normale. Une façon qui voulait dire que quelque chose de grave s'était passé, quelque chose d'irréparable. Bertrand était debout devant moi, il m'a regardé, et il n'a pas bougé. Il n'a pas appelé le 15, il n'a pas dit pardon. Il a juste posé la barre contre le mur, comme si de rien n'était, et il est sorti de la cuisine en laissant la lumière allumée. Je suis restée là, par terre, à écouter le bruit de ses pas dans le couloir, puis le son du poste de télévision qu'il venait d'allumer dans le salon, comme si j'avais simplement renversé mon verre, comme si rien ne venait de se passer. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre depuis des années. Cet homme ne m'aimait pas. Il ne m'avait peut-être jamais aimé. Il m'avait supporté, utilisé, ignoré. Et maintenant, il venait de me casser le bras avec une barre de fer sans même prendre la peine de vérifier si j'étais toujours consciente. J'ai rampé jusqu'à mon sac à main. Mon téléphone était à l'intérieur. Je l'ai pris dans ma main gauche parce que la droite ne répondait plus. J'ai cherché un nom, un seul nom. Moussa, mon frère. J'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 2 fois. Il a décroché. Adama? C'est quoi ce numéro? Je n'ai pas réussi à parler tout de suite. J'ai juste respiré. Ou essayé de respirer. Moussa, il m'a cassé le bras. Silence. Il m'a cassé le bras avec une barre de fer et il est parti dans le salon. Silence encore. Et puis la voix de mon frère, plus basse, plus ferme, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Il s'est arrêté et j'ai attendu. J'ai attendu la suite dans le silence de ma cuisine. Mais au fond de moi, quelque chose m'avait déjà répondu avant même qu'il finisse sa phrase. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux vous dire quelque chose. Si vous êtes là à m'écouter, si cette histoire résonne en vous d'une manière ou d'une autre, si vous avez déjà connu une douleur que personne autour de vous ne voyait vraiment, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Parce que je partage ici des histoires vraies, des histoires de femmes comme moi qui ont traversé l'impossible et qui ont trouvé le chemin de l'autre côté. Et si vous avez vécu quelque chose qui a tout changé dans votre vie, racontez-le dans les commentaires. Votre histoire mérite d'être entendue. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, parce que rien n'arrive du jour au lendemain. Et mon histoire avec Bertrand, elle a commencé bien avant cette barre de fer et ce carrelage froid. Je m'appelle Adama. Je suis née au Sénégal, à Dakar, dans une famille modeste mais digne. Mon père travaillait dans le commerce, ma mère cousait des vêtements pour les femmes du quartier. On n'avait pas grand-chose, mais on avait de l'ordre, du respect et une table où tout le monde mangeait ensemble le soir. On avait surtout cette certitude que le travail et le sérieux finissaient toujours par payer. J'ai grandi avec 4 frères et une sœur. Moussa était le 2e. Moi, j'étais la 4e. On n'était pas les plus proches quand on était enfant. Lui aimait traîner avec les garçons du quartier. Moi, je lisais. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Les journaux de mon père, les livres de l'école, les magazines que les voisines jetaient après les avoir finis. J'avais une soif d'apprendre que personne autour de moi ne comprenait vraiment. À 19 ans, j'ai eu la chance d'obtenir un visa pour la France. Un cousin éloigné travaillait à Lyon et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants en bas âge. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour moi, mais c'était un départ. Et j'ai sauté dans cet avion avec une petite valise, 100 € en poche et la certitude maladroite que ma vie allait changer. Elle a changé, effectivement. Juste pas tout de suite, et pas comme je l'espérais. J'ai passé 3 ans à Lyon.
Je gardais les enfants, je faisais le ménage, je cuisinais pour toute la famille. Le soir, une fois les enfants couchés, je suivais des cours de français dans un centre communautaire du quartier. J'apprenais vite. Les professeurs me le disaient. La directrice du centre m'avait même proposé de m'aider à préparer un diplôme d'aide-soignante. J'ai dit oui sans réfléchir. Parce que soigner les gens, ça avait toujours eu du sens pour moi. À 24 ans, j'ai quitté Lyon pour Paris. J'avais mon diplôme, un petit appartement en colocation à Aubervilliers avec 2 autres femmes africaines et un poste dans une maison de retraite du 12e arrondissement. Je travaillais dur. Je soignais les personnes âgées avec tout ce que j'avais. Ce travail avait du sens pour moi. Ces vieilles personnes me rappelaient mes grands-parents restés à Dakar. Je leur tenais la main dans les moments difficiles. Je leur lisais des lettres. Je les écoutais raconter leur vie comme si chaque mot comptait. C'est dans cette maison de retraite que j'ai rencontré Bertrand. Il était venu rendre visite à sa mère, Madame Lejeune, une femme de 83 ans aux yeux clairs qui ne me quittait jamais des yeux quand j'entrais dans sa chambre. Elle m'appelait « ma petite ». Bertrand avait 50 ans à l'époque. Il était comptable. Pas beau à couper le souffle, mais soigné, calme, poli. Il m'a souri la première fois qu'il m'a vu. Ce sourire-là, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était peut-être la dernière fois où il était vraiment sincère. Il est revenu la semaine suivante, et la semaine d'après, et il me ramenait des choses. Un café dans un gobelet en carton, des biscuits enveloppés dans du papier, rien de grand. Mais ces petits gestes, à ce moment de ma vie où j'étais seule dans une grande ville, ils voulaient dire quelque chose. On a commencé à se parler dans les couloirs, puis à l'extérieur, devant la grille de la maison de retraite, après mon service. Puis autour d'un verre dans un café du quartier un dimanche après-midi. Il me posait des questions sur le Sénégal, sur Dakar, sur ma famille, sur mon enfance. Il écoutait mes réponses avec une attention que je n'avais pas souvent rencontrée. Ça m'avait touché profondément. 6 mois après notre première conversation, il m'a demandé de venir habiter avec lui dans son appartement à Vincennes. J'avais hésité. Ma colocataire à Aubervilliers, Fatoumata, une femme de mon âge originaire de Guinée, m'avait regardé comme si j'étais en train de faire une erreur grave. Elle m'avait dit « Adama, tu ne le connais pas vraiment. Un homme poli le dimanche, ce n'est pas un homme poli tous les jours. » Elle avait raison. Mais à cette époque, je ne voulais pas l'entendre. On s'est mariés 2 ans plus tard. Une petite cérémonie à la mairie de Vincennes, avec quelques amis à lui et ma sœur Aminata, qui était venue exprès de Dakar pour l'occasion. Moussa n'avait pas pu venir. Il travaillait en Espagne à l'époque, dans le bâtiment, et il n'avait pas pu prendre de congé à ce moment-là. Il m'avait appelé le matin du mariage pour me féliciter. Sa voix était chaleureuse et un peu lointaine en même temps. Il avait dit « Prends soin de toi, Adama, et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » À l'époque, je n'imaginais pas que j'aurais un jour besoin de lui rappeler cette promesse dans des circonstances pareilles. Les premières années ont été ordinaires. Pas des années de bonheur intense, mais des années calmes. On mangeait ensemble le soir. On regardait la télévision. Le week-end, on allait parfois au marché du quartier ou chez ses amis à lui pour des dîners que je trouvais longs et ternes. Bertrand était distant, mais je me disais que c'était son caractère, que les hommes de sa génération n'exprimaient pas beaucoup leurs émotions. Je m'adaptais. Je faisais des efforts. Je cuisinais des plats qu'il aimait. Je gardais l'appartement impeccable. Je ne me plaignais jamais. Et puis, quelque chose a changé. Je ne saurais pas dire exactement quand le glissement a commencé. Peut-être quand sa mère est morte, 2 ans après notre mariage. Peut-être quand il a perdu un gros contrat professionnel important pour son cabinet. Peut-être que ça avait toujours été là, enfoui quelque part, et que le mariage avait juste donné à cette chose une adresse fixe. Mais à partir d'un certain moment, Bertrand a commencé à changer de voix quand il me parlait. Ce n'était pas des cris au début. C'était une façon de dire les choses. Un ton légèrement supérieur, légèrement impatient. Un regard qui s'attardait sur moi 1 seconde de trop, comme s'il cherchait quelque chose à critiquer. Il me coupait la parole quand je parlais d'une chose qui lui semblait sans intérêt. Il soupirait bruyamment quand je proposais quelque chose. Il faisait des commentaires sur ma cuisine, sur ma façon de plier les vêtements, sur mon accent, sur la façon dont je répondais au téléphone quand c'était des gens qu'il connaissait. Un jour, j'avais invité une collègue à prendre le café à la maison. Une femme douce, discrète, qui travaillait avec moi à la maison de retraite. Bertrand est rentré du travail pendant qu'elle était encore là. Il a regardé autour de lui avec cet air qu'il avait commencé à avoir, comme s'il inspectait les lieux,
comme s'il cherchait une anomalie. Il a attendu qu'elle parte pour me dire, en posant sa veste sur le canapé, « La prochaine fois, tu me demandes avant d'inviter des gens chez moi. » Chez lui. Pas chez nous. Chez lui. J'aurais dû répondre ce soir-là. J'aurais dû lui dire que c'était aussi ma maison, que je payais ma part des charges chaque mois depuis le début, que j'avais autant de droits que lui entre ces 4 murs. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste baissé les yeux et j'ai débarrassé les tasses de café sur la table basse. Ce silence-là, je l'ai regretté pendant des années. Les mois ont passé et les comportements de Bertrand sont devenus plus fréquents, plus forts, plus durs à supporter. Il ne m'insultait pas encore vraiment. Mais il me faisait sentir chaque jour que j'étais de trop, que je lui devais quelque chose, que sans lui, sans son appartement, sans son nom sur les papiers, je ne serais rien à Paris. Un soir, on avait eu une dispute sur les finances du foyer. Je lui avais dit que je voulais ouvrir un compte épargne à mon nom pour avoir un peu d'indépendance, un peu d'argent de côté à moi. Il avait ri. Un rire froid, sans joie, qui ressemblait plus à un mépris qu'à une moquerie. Et il m'avait dit « Tu n'as pas besoin d'un compte à toi. Tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture, tu n'as besoin de rien d'autre. » J'avais 38 ans ce soir-là, et j'avais honte. Honte de ne pas avoir su répondre. Honte de rester assise sans bouger. Honte surtout de ne pas savoir encore où tout ça allait me mener. Mais où serais-je allée? Ma famille était à Dakar. Mes amis, je les avais peu à peu perdus. Bertrand aimait bien que je reste à la maison les jours de congé. Il disait que les sorties entre femmes, ça ne servait à rien, et que les gens qui venaient me voir n'étaient là pas toujours bien intentionnés. Peu à peu, sans m'en rendre compte, je m'étais retrouvée seule. Seule dans un appartement à Vincennes, avec un homme qui me regardait parfois comme si j'étais un meuble encombrant qu'il aurait aimé mettre à la poubelle, mais qu'il gardait parce que le déplacer aurait demandé trop d'efforts. J'ai continué à travailler. C'était mon seul espace de liberté réelle. Dans la maison de retraite, j'étais utile. J'étais Adama, l'aide-soignante sérieuse, la femme douce qui savait écouter et ne jugeait pas. Là-bas, j'existais pleinement. Là-bas, personne ne me faisait sentir que j'étais de trop. Et puis Bertrand a perdu son travail. Un licenciement économique dans son cabinet. Il a passé plusieurs mois sans emploi. Ces mois-là ont été les plus longs de ma vie. Il était là, tout le temps, à tourner dans l'appartement comme un animal en cage. Sa frustration cherchait une sortie, et je me trouvais toujours sur le chemin. Les disputes sont devenues quotidiennes. Il criait pour tout, la vaisselle mal posée, le courrier qu'il avait trouvé ouvert, la télévision allumée trop fort, la fenêtre ouverte alors qu'il faisait frais. Et moi, j'encaissais. J'essayais de ne pas répondre. J'essayais de ne pas pleurer devant lui, parce que mes larmes semblaient l'énerver encore plus. Un soir, il m'a poussé contre le mur du couloir. Juste une poussée, avait-il dit le lendemain quand il était un peu plus calme. Une simple poussée, mais assez forte pour que ma tête touche le mur et que je reste avec une bosse dans les cheveux pendant plusieurs jours. Je n'avais rien dit à personne, ni à mes collègues, ni à ma sœur Aminata que j'appelais tous les dimanches. Je lui disais que tout allait bien. Elle me croyait parce qu'elle voulait me croire. 2 semaines après, Bertrand avait jeté une assiette dans la direction du plan de travail pendant une discussion. Elle s'était brisée à quelques centimètres de moi. Il avait dit, avec ce calme artificiel qu'il prenait parfois, « Je visais pas toi, calme-toi. » Je me suis calmée, j'ai continué à faire la soupe, j'ai continué à aller au travail. J'ai continué à vivre dans cet appartement comme si tout allait bien, comme si ce mur contre lequel il m'avait poussé et cette assiette brisée par terre faisaient partie du paysage normal d'un mariage. Et puis il y a eu ce soir-là, la soupe sur le feu, la barre de fer contre le mur. Et moi, par terre sur le carrelage froid, avec un bras cassé et un téléphone dans la main gauche. J'avais appelé Moussa, et il avait dit « Je vais… » Il s'était arrêté au milieu de sa phrase. Et cette phrase incomplète flottait dans l'air de ma cuisine comme une promesse que je n'osais pas encore tout à fait croire. Parce que j'avais appris, avec le temps, à ne plus trop croire aux promesses des hommes. Ce que Bertrand ne savait pas, ce soir-là, c'est que Moussa n'était plus en Espagne depuis 2 ans. Il s'était installé à Marseille. Il avait monté sa propre entreprise de rénovation et de seconde œuvre. Il avait des contacts solides, des amis dans plusieurs milieux et surtout une façon de régler les problèmes que personne dans notre famille ne possédait autant que lui. Moussa avait toujours su comment transformer une injustice en réponse concrète. Il avait appris ça dans les chantiers, dans les rues, dans les endroits où on ne vous donne rien si vous ne savez pas vous défendre. Ce que Bertrand ne savait pas non plus, c'est que la voisine du dessus, Madame Fournier,
une femme de 67 ans aux cheveux blancs qui souffrait d'insomnie chronique et passait ses nuits à faire les 100 pas dans son appartement, avait tout entendu ce soir-là. Les cris de Bertrand, le bruit sourd et terrible de la barre contre mon bras, le son de mon corps qui tombait sur le carrelage. Et elle avait fait quelque chose que personne dans cet immeuble n'avait jamais fait en 10 ans de vie commune. Elle avait appelé le 15. Mais ce que je ne savais pas encore, moi, sur ce carrelage froid avec mon bras tordu et ma voix qui tremblait, c'est que cette nuit-là n'était pas la fin de quelque chose. C'était le commencement d'autre chose. Et ce commencement-là allait être brutal, douloureux, humiliant par moments. Mais il allait aussi être juste, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. La suite de cette histoire, ce qui s'est passé quand mon frère a fini sa phrase, ce que Madame Fournier a dit au secours, ce que Bertrand a fait quand il a entendu frapper à la porte, et surtout ce qu'il a attendu dans les semaines suivantes, c'est ce que je vais vous raconter dans la prochaine partie. Parce que la justice, parfois, elle arrive sur des pattes silencieuses. Mais quand elle frappe à la porte, elle ne repart jamais sans avoir fait son travail. Ce soir-là, allongée sur ce carrelage, j'ai pensé à ma mère. Je ne sais pas pourquoi c'est à elle que j'ai pensé en premier. Peut-être parce qu'elle m'avait dit une fois, quand j'étais encore petite, que les femmes fortes ne tombent pas, elles s'accroupissent, et que quand elles se relèvent, c'est pour de bon. J'étais tombée, mais je n'étais pas encore relevée. Et quelque chose en moi me disait que le moment de se relever approchait. Il approchait à grands pas, depuis Marseille, au bout du fil, dans la voix de mon frère Moussa qui n'avait pas encore fini sa phrase. Les secours sont arrivés 19 minutes après que Madame Fournier a appelé. Je le sais parce que j'avais regardé le cadran de la micro-ondes depuis le sol. 19 minutes. Ça paraît long quand on est par terre avec un bras cassé. Ça paraît très long quand on entend, depuis la pièce d'à côté, le son de la télévision qui continue comme si le monde tournait normalement. Quand on a sonné à la porte, j'ai entendu Bertrand se lever du canapé. Il a traversé le couloir. Et j'ai entendu sa voix changer instantanément. Cette voix qu'il réservait aux autres, la voix du monsieur bien élevé, la voix de façade. Il a ouvert la porte et il a dit « Bonsoir, qu'est-ce qui se passe ?» Les pompiers et l'infirmière du SAMU ont dit qu'ils avaient reçu un appel pour une blessure. Il a dit qu'il ne comprenait pas, que tout allait bien chez lui. Et puis l'infirmière a regardé au-delà de lui, dans le couloir, et elle m'a vue. J'étais encore par terre dans la cuisine. La porte était restée ouverte. Elle a dit « Madame ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste levé la tête. Elle est entrée sans attendre que Bertrand lui dise quoi que ce soit. Le pompier qui était avec elle l'a suivie. Et Bertrand s'est retrouvé à la porte de sa propre cuisine, allait regarder s'agenouiller près de moi sans savoir quoi faire de ses mains. L'infirmière s'appelait Sandrine. Elle avait une voix calme et professionnelle. Elle m'a demandé mon prénom. Je lui ai dit Adama. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai regardé Bertrand. Il était dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, avec un regard que je connaissais bien. Ce regard qui voulait dire « Fais attention à ce que tu vas dire ». J'ai regardé Sandrine. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité. Mon mari m'a frappé avec une barre de fer. Silence. Bertrand a dit « C'est faux », d'une voix très calme, très posée, comme si c'était évident. Le pompier s'est redressé lentement et a regardé Bertrand. Et il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La barre de fer était encore posée contre le mur, à 2 mètres de là. Mon bras était tordu dans un angle qui ne laissait aucun doute. Et moi, j'étais par terre depuis 19 minutes, sans que personne dans cet appartement ne m'ait aidé. Sandrine a immobilisé mon bras avec une attelle. Ça faisait un mal terrible. J'ai serré les dents. Je n'ai pas crié. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de m'entendre crier encore une fois dans cet appartement. Ils m'ont emmené à l'hôpital de Vincennes. Bertrand n'a pas suivi l'ambulance. Il est resté devant la porte de l'immeuble, les bras croisés, à regarder le véhicule partir. C'est Madame Fournier qui m'a dit ça plus tard. Elle avait regardé depuis sa fenêtre. Elle m'a dit « Il n'a même pas bougé, Adama. Il est resté là comme une statue. » À l'hôpital, on m'a fait une radio. Le radius était fracturé. Pas une petite fissure. Une fracture franche qui avait besoin d'une opération. L'infirmière des urgences, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts, m'a regardée avec cette attention particulière que j'avais appris à reconnaître. L'attention des gens qui voient signe plus qu'une fracture. Elle m'a demandé doucement si je voulais porter plainte. J'ai dit oui. C'était la première fois que je disais ce mot-là. Oui, pour moi, pas pour Bertrand,
pas pour sauver les apparences, pas pour éviter les complications. Pour moi. Une officière de police est venue me voir dans la chambre 2 heures plus tard. Elle s'appelait Nathalie. Elle avait un carnet et un stylo et une façon de s'asseoir en face de moi qui ne ressemblait pas à un interrogatoire. Elle m'a écouté parler pendant presque 1 heure. J'ai tout dit. Le mur du couloir, l'assiette brisée, les années de ton supérieur et de regard froid. Et cette barre de fer, ce soir-là, dans la cuisine. Elle a tout noté. Et avant de partir, elle m'a dit « Vous avez bien fait de parler ». Ce n'était pas grand-chose comme phrase, mais ça m'a fait quelque chose dans la poitrine que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. C'est dans cette chambre d'hôpital, avec mon bras dans le plâtre et une perfusion dans le bras gauche, que mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Moussa. « Adama, je suis à Paris. Je suis en bas de l'hôpital. Dans quel service tu es ?» Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que j'avais du mal à croire qu'il était vraiment là. De Marseille à Paris, c'est 3 heures de route minimum. Et il avait dit qu'il venait. Et il était venu. 2e étage, salle C, chambre 11. Il est arrivé 5 minutes plus tard. Mon frère Moussa, plus grand que dans mon souvenir, la barbe plus fournie, les épaules plus larges. Il a poussé la porte et il m'a regardé avec mon bras dans le plâtre, et ce visage que je savais fatigué, et il a dit une seule chose, tout bas, « Je suis là ». On n'a pas beaucoup parlé ce soir-là. Il n'a pas posé de questions inutiles. Il s'est assis dans le fauteuil à côté du lit et il est resté là, sans bouger, pendant que je m'endormais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans sursauter. Le lendemain matin, Moussa m'a expliqué ce qu'il avait fait pendant la nuit. Il m'avait dit, au téléphone, « Je vais ». Il n'avait pas fini sa phrase. Mais la phrase entière était « Je vais m'occuper de ça ». Et pour Moussa, s'occuper de quelque chose ne voulait pas dire la même chose que pour quelqu'un d'autre. Avant de monter dans sa voiture pour venir à Paris, il avait passé plusieurs coups de fil. Il avait un ami qui travaillait dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille et violences conjugales à Lyon. Cet ami s'appelait Karim. Moussa l'avait appelé à 23 heures passées. Karim avait décroché. Et Karim lui avait expliqué exactement quoi faire. Ce que Moussa avait fait ensuite, c'est ce que Bertrand ne pouvait pas imaginer. Bertrand pensait que ça allait se passer comme ça se passe souvent dans les histoires comme la nôtre. La femme porte plainte. Les choses s'étirent. Les preuves sont difficiles à établir. L'homme dit que c'est un accident, que sa femme est instable, que les difficultés du couple avaient rendu la situation confuse. Et au bout du compte, il s'en sort avec un rappel à la loi, peut-être une main courante et la certitude qu'il peut recommencer. Bertrand avait travaillé 20 ans dans un cabinet comptable. Il connaissait des gens. Il avait des amis avocats, des relations dans le quartier, une réputation d'homme sérieux. Il pensait que cette réputation allait le protéger. Il pensait que j'étais seul. Il avait tort. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Madame Fournier n'avait pas seulement appelé le 15 ce soir-là. Elle avait aussi, avant que les secours arrivent, pris son téléphone et enregistré une vidéo depuis sa fenêtre. Elle avait filmé la barre de fer que Bertrand avait sortie sur le palier après l'arrivée des secours pour la faire disparaître dans la cave. Elle avait filmé son geste et elle avait gardé cette vidéo. Elle l'avait remise à Nathalie, l'officière de police, le lendemain matin. Ce que Bertrand ne savait pas non plus, c'est que sa voisine du rez-de-chaussée, une femme d'une 50aine d'années qui s'appelait Christine, avait elle aussi entendu des choses au fil des mois. Des cris, des bruits, des matins où elle m'avait vu descendre aux poubelles avec des lunettes de soleil, malgré le ciel couvert. Elle avait tout gardé pour elle parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec ce qu'elle savait. Mais quand la police était venue dans l'immeuble le lendemain pour des vérifications, Christine avait ouvert sa porte et avait parlé. Et puis il y avait Fatoumata, ma vieille colocataire d'Aubervilliers, celle qui m'avait dit, des années auparavant, de ne pas aller trop vite avec Bertrand. Je l'avais perdue de vue, puis retrouvée par hasard sur les réseaux sociaux 2 ans avant cette nuit-là. On s'envoyait des messages de temps en temps, des nouvelles légères. Elle savait, sans que je lui ai dit les détails, que quelque chose n'allait pas chez moi. Elle m'avait dit une fois, « Si tu as besoin, tu m'appelles, Adama ». Moussa l'avait appelée cette nuit-là aussi. Et Fatoumata, qui était devenue assistante sociale dans le Val-de-Marne, avait immédiatement mis Moussa en contact avec une association de soutien aux victimes de violences conjugales qui avait son siège à Paris. Cette association avait des avocats bénévoles, des conseillers juridiques et surtout une façon de traiter les dossiers qui allait bien plus vite que les voies ordinaires. En une nuit, Moussa avait constitué autour de moi un réseau que je n'avais pas vu se former. Et Bertrand, lui, était rentré chez lui,
dans son appartement vide qui n'était plus qu'une scène de crime, sans savoir ce qui se préparait. Je suis sortie de l'hôpital 3 jours après l'opération. Je n'avais pas demandé à rentrer à Vincennes. Moussa avait réservé une chambre dans un hôtel simple du 11e arrondissement. Il avait tout payé. Il ne m'avait pas demandé si j'étais d'accord. Il avait juste dit « Tu n'entres plus dans cet appartement sans que les choses soient bien réglées ». Ces mots-là, je les avais roulés dans ma tête pendant tout le trajet depuis l'hôpital jusqu'à l'hôtel. Tu n'entres plus dans cet appartement sans que les choses soient réglées. Personne ne m'avait dit quelque chose comme ça depuis très longtemps. Personne ne s'était positionné entre moi et le danger de cette façon directe, sans hésiter, sans me demander si j'étais certaine, sans chercher à comprendre les deux côtés. Moussa n'avait pas dit « Peut-être que tu as exagéré ». Il n'avait pas dit « Il faut voir ce que Bertrand avait en tête ce soir-là ». Il avait juste dit « Tu n'entres plus là-dedans ». Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Dakar à 19 ans, avec ma petite valise et mes 100 €, je m'étais sentie protégée. Le premier rendez-vous avec l'avocate s'est fait 1 semaine après ma sortie de l'hôpital. Elle s'appelait Maître Duplessis, une femme d'une 50aine d'années, droite, précise, avec une façon de regarder les dossiers qui me donnait confiance. Elle avait étudié les éléments que Nathalie avait transmis au parquet, la vidéo de Madame Fournier, le témoignage de Christine, les comptes rendus médicaux, et elle m'avait dit, sans me promettre la lune, mais avec une netteté que j'avais appréciée, « Votre dossier est solide ». Bertrand avait été convoqué au commissariat 48 heures après que j'avais porté plainte. Il y était allé avec un avocat qu'il avait appelé dès le lendemain matin. Son avocat s'appelait Maître Goron, un homme de son âge qu'il connaissait depuis des années à travers son réseau professionnel. Il avait pensé que ça suffirait. J'ai su ce qui s'était passé dans ce commissariat par Nathalie, qui m'a donné les informations qu'elle pouvait partager. Bertrand avait nié. Il avait dit que c'était un accident, que je m'étais blessée en tombant, que la barre était là par hasard, que notre couple traversait des difficultés et que j'avais tendance à dramatiser les situations. Nathalie lui avait alors présenté la vidéo de Madame Fournier. La vidéo où on le voyait clairement sortir la barre de fer et la faire disparaître dans la cave. Pas une femme qui tombe, pas un accident. Un homme qui efface des preuves. Il avait regardé l'écran. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, je crois qu'il n'avait plus rien à dire. Son avocat avait demandé une suspension de séance. Mais les choses ne s'arrêtaient pas là. Parce que Karim, l'ami de Moussa, avait fait quelque chose en plus. Il avait conseillé Moussa de contacter le cabinet comptable où travaillait Bertrand depuis qu'il avait retrouvé un emploi. Pas pour lui faire du mal professionnellement à tort, mais parce que Karim savait que les entreprises, quand elles apprennent qu'un de leurs employés fait l'objet d'une procédure judiciaire pour violence conjugale, ont l'obligation légale d'ouvrir une enquête interne. Son directeur l'a appris par une voie officielle. Le lendemain, Bertrand a été convoqué par les ressources humaines. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans cette réunion. Je ne l'ai jamais su en détail. Mais j'ai appris que 2 de ses collègues féminines avaient, à cette occasion, mentionné des comportements qu'elles avaient remarqués. Des commentaires déplacés. Une façon de parler aux femmes qui mettait mal à l'aise. Des choses que personne n'avait dénoncées séparément mais qui, mises ensemble, formaient un portrait que la direction n'avait pas envie d'ignorer. Bertrand a été mis en congé d'office le temps que la procédure judiciaire suive son cours. Je n'étais pas là quand il a appris la nouvelle. Mais Madame Fournier m'a dit qu'elle l'avait vu rentrer chez lui ce soir-là avec un visage qu'elle n'avait jamais vu sur lui. Un visage défait. Comme si quelque chose venait de lui tomber dessus et qu'il ne savait pas comment le porter. Les semaines qui ont suivi ont été à la fois lourdes et étranges. Lourdes parce que les procédures judiciaires sont longues, épuisantes, et que chaque rendez-vous avec Maître Duplessis me rappelait exactement ce que j'avais traversé. Étrange parce que, pour la première fois depuis des années, je dormais dans un endroit où personne ne criait, où personne ne posait sur moi ce regard qui me faisait rapetisser. Moussa était rentré à Marseille 10 jours après son arrivée, mais avant de partir, il avait fait une chose qui m'a marqué plus que tout le reste. Il avait pris le train avec moi jusqu'à Vincennes. Il m'avait accompagné dans l'appartement, en présence d'un huissier que Maître Duplessis avait mandaté. Et pendant que je récupérais mes affaires, mes papiers, mes vêtements, les quelques objets qui m'appartenaient vraiment, il s'était tenu à la porte du salon. Il n'avait pas regardé Bertrand avec hostilité. Il n'avait pas dit un mot. Il était simplement là. Et Bertrand n'avait rien dit non plus. Il était assis dans son canapé, les mains posées sur les genoux, et il regardait le sol. J'ai pris ce qu'il me fallait. Je ne suis pas restée longtemps. J'ai pris mon manteau en laine beige que j'aimais bien,
ma boîte en métal qui contenait des lettres de ma mère et une photo de moi avec Aminata au mariage, encadrée, posée sur l'étagère du couloir. Et en sortant, j'ai regardé cette porte une dernière fois. Je n'ai pas pleuré. Le procès a eu lieu 7 mois plus tard. Bertrand avait finalement renoncé à nier les faits après la présentation de l'ensemble des preuves. Son avocat avait plaidé des circonstances atténuantes, un contexte de stress professionnel, une altercation qui avait dégénéré. Maître Duplessis avait répondu avec les comptes rendus médicaux, la vidéo, les témoignages de Christine et de Madame Fournier, et une lettre que j'avais écrite moi-même et que j'avais lue à voix haute dans la salle d'audience. C'était la première fois que je parlais devant des gens de tout ça. Ma voix tremblait au début. Et puis quelque chose s'est stabilisé dans ma poitrine et j'ai lu jusqu'à la fin sans m'arrêter. Bertrand a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, une obligation de soins, une interdiction de m'approcher à moins de 100 mètres et une indemnisation. Le juge a aussi prononcé son éviction définitive du logement conjugal, ce qui voulait dire que c'était lui qui devait partir, pas moi. Quand le verdict a été lu, j'étais assise à côté de Maître Duplessis. Moussa était dans la salle au 3e rang. Il ne bougeait pas. Et quand le juge a eu fini de parler, Moussa m'a regardé de loin. Il n'a pas souri. Il a juste fait un signe de tête très discret, comme pour dire « Voilà, c'est fait ». Bertrand est sorti de la salle sans me regarder. Son avocat lui parlait à voix basse. Il marchait comme quelqu'un qui porte quelque chose de très lourd sur les épaules. Je ne ressentais pas de joie à le voir comme ça. Je ne ressentais pas non plus de pitié. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Il y avait des gens dans la salle que je ne connaissais pas. Des employés du tribunal, d'autres avocats, des gens qui attendaient pour d'autres affaires. Aucun d'eux ne savait ce qui venait de se passer. Aucun d'eux ne savait qu'une femme assise dans cette salle avait passé des années à se taire, à baisser les yeux, à plier son existence autour de la peur d'un homme qui la regardait comme un meuble. Pour eux, c'était juste une audience parmi d'autres. Pour moi, c'était la fin de quelque chose qui avait duré trop longtemps et le début de quelque chose que je n'arrivais pas encore tout à fait à nommer. Maître Duplessis avait rangé ses documents dans sa serviette et elle m'avait dit simplement « C'est bien, Madame Adama, c'est vraiment bien ». Pas plus que ça. Mais ça avait suffi. Du calme. Je suis rentrée dans l'appartement de Vincennes 3 semaines après le jugement. Avec l'aide de Fatoumata et d'une voisine que j'avais appris à connaître pendant cette période, j'ai réorganisé les meubles. J'ai mis ses affaires dans des cartons que son frère est venu chercher un samedi matin. J'ai nettoyé l'appartement du sol au plafond. J'ai fait repeindre la cuisine en blanc. La cuisine où j'étais tombée sur le carrelage. Et quand la peinture a séché, j'ai cuisiné une soupe de légumes. Une simple soupe de légumes, comme ce soir-là. Sauf que cette fois, j'étais debout devant le feu, avec mon bras droit qui fonctionnait à nouveau, malgré la cicatrice de l'opération que je sentais encore par temps humide, et il n'y avait plus de barre de fer contre le mur. Il n'y avait plus de voix qui criaient depuis le couloir. Il y avait juste le bruit de la soupe qui frémissait et le silence de ma propre maison. Moussa est venu me voir 2 mois après. Il a dormi dans le canapé du salon. On a mangé ensemble. On a parlé de Dakar, de notre père, de l'époque où on était enfant dans la rue Thiong. On a ri, on a pleuré un peu aussi, sans vraiment savoir pourquoi. Parfois les larmes arrivent quand la douleur est enfin passée, pas quand elle était là. Le soir, avant de dormir, il m'a dit depuis le couloir « Tu vas bien maintenant ?» J'ai réfléchi une seconde. « Oui, je crois que oui. »« Bien, parce que t'as toujours été la plus forte de nous tous, Adama. T'avais juste oublié. » Je n'ai pas répondu. Mais cette nuit-là, j'ai encore dormi d'un sommeil sans sursaut. Depuis cette nuit sur le carrelage, il s'est passé presque 3 ans. Je travaille toujours dans la même maison de retraite. Les résidents changent, les visages changent. Mais ce travail, lui, ne change pas de nature. Soigner les personnes âgées, tenir leurs mains quand la nuit est longue, être là quand la famille ne peut pas être là, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer abandonner. Pendant la période du procès et des mois difficiles qui ont suivi, mes collègues ont su sans que je leur dise tout. Elles voyaient mon bras dans le plâtre. Elles voyaient ma fatigue. Elles ne posaient pas beaucoup de questions. Elles me préparaient un café quand j'arrivais le matin. Elles prenaient les cas les plus difficiles quand elles voyaient que j'avais moins de force ce jour-là. Il y a une solidarité dans ce métier-là, qui n'a pas de nom, mais qui compte énormément. Ma chef de service, une femme de 50 ans qui s'appelait Nadia, m'avait dit une fois pendant cette période « Adama, tu as le droit de ne pas être forte tous les jours.
Je n'avais pas su quoi répondre à ce moment-là. Maintenant je sais, elle avait raison. Les résidents ont changé, certains que j'aimais beaucoup ne sont plus là, mais j'entre encore dans ces chambres avec la même attention qu'avant, peut-être même un peu plus, parce que j'ai compris quelque chose pendant cette période. On prend soin des autres pour de bonnes raisons, mais on doit aussi savoir se garder quelque chose pour soi. Fatoumata et moi nous voyons régulièrement. On boit du café le samedi matin dans un café de Montreuil qu'elle aime bien. Madame Fournier est descendue chez moi une fois après mon retour dans l'appartement. Elle avait apporté un gâteau. On a bu du thé ensemble pendant 1 heure. Je lui ai dit merci. Elle m'a dit « Vous n'avez pas à me remercier. J'aurais dû appeler bien avant. » On est resté silencieuse un moment après qu'elle a dit ça. Je regardais ma tasse de thé. Elle regardait par la fenêtre. Et puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « J'entendais des choses depuis des mois. J'avais peur de me mêler de ce qui ne me regardait pas. Et puis cette nuit-là, quand j'ai entendu le bruit de votre chute, j'ai compris que si je ne faisais rien, personne ne ferait rien. » Elle avait les mains autour de sa tasse et elle regardait ses doigts. Elle avait l'air d'une femme qui portait quelque chose depuis longtemps. J'ai mis ma main sur la sienne et j'ai dit « Vous avez bien fait d'appeler. » Et on a fini notre thé en silence, comme 2 femmes qui se comprennent sans avoir besoin de tout expliquer. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. La violence dans un couple, elle ne commence pas avec une barre de fer. Elle commence avec un soupir de trop, un regard qui diminue, une phrase qui ferme une porte. Elle commence quand on commence à se taire pour ne pas provoquer, quand on commence à s'effacer pour que l'autre reste tranquille. Et elle grandit dans ce silence-là. J'aurais dû parler plus tôt. Je le sais maintenant. Pas pour faire du mal à Bertrand, mais parce que me taire ne l'avait pas sauvé, lui. Ça m'avait juste détruite, moi. Je pense à toutes les femmes qui sont en ce moment dans des appartements ou des maisons où quelqu'un les diminue. Pas forcément avec une barre de fer. Parfois juste avec des mots. Parfois avec un silence qui pèse plus lourd que n'importe quel cri. Je pense à ces femmes qui, comme moi, se disent que ça va aller, que les choses vont s'arranger, qu'il faut tenir encore un peu. Je veux leur dire quelque chose. Depuis ma cuisine repeinte en blanc, depuis ce calme que j'ai mis des années à retrouver. Je veux leur dire « Votre souffrance est réelle. Ce que vous vivez est réel. Et vous méritez mieux que de continuer à vous taire pour que quelqu'un d'autre reste tranquille. » La deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne sort pas de ces situations toute seule. Pas parce qu'on est faible, mais parce que personne ne devrait avoir à le faire seul. Moussa était là. Madame Fournier était là. Fatoumata était là. Maître Duplessis était là. Ces gens ne m'ont pas sauvé à ma place. Ils m'ont juste aidé à me relever moi-même. Et la troisième chose, c'est quelque chose que ma mère m'avait dit à Dakar, quand j'étais encore petite, et que j'avais complètement oublié pendant toutes ces années à Vincennes. Elle m'avait dit « Adama, une femme qui connaît sa valeur n'attend pas qu'on la lui rappelle. » J'avais oublié ma valeur, pendant longtemps, mais je ne l'ai pas perdue. Elle était là, quelque part sous la peur et la fatigue et le silence, et elle a refait surface. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, si quelque chose dans ces mots vous a touché ou vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu, je voudrais vous demander quelque chose. Dans les commentaires, écrivez « bras de fer ». Pas pour moi, pour vous. Pour dire que vous êtes encore là, que vous avez traversé quelque chose de dur et que vous êtes toujours debout. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse ce genre de situation en ce moment, partagez cette histoire avec cette personne. Parfois, entendre que quelqu'un d'autre a survécu, ça suffit à allumer une petite lumière là où il faisait très sombre. Je m'appelle Adama. Et ce soir, dans ma cuisine repeinte en blanc, j'ai fait de la soupe. La soupe sentait bon. Le thym, la tomate, les courgettes que j'avais achetées au marché le matin. J'ai mis la table pour une personne. J'ai mangé lentement, sans télévision, sans bruit de fond. Juste le silence de mon appartement et la lumière jaune de la cuisine. Et j'ai pensé à cette femme qui, il y a 3 ans, était par terre sur ce même carrelage, avec un bras cassé et un téléphone dans la main gauche. Je lui aurais dit, si j'avais pu remonter le temps, « Tiens bon, ça va aller. » Pas parce que quelqu'un va venir tout réparer à ta place, mais parce que tu es encore là. Et tant que tu es là, il reste quelque chose à construire.